Bonjour à tous et bienvenue dans cette rencontre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous allons évoquer ensemble la représentation de la jeunesse dans l'édition photo en France avec nos trois invités qui sont là. Yoann Lamouler, d'abord, vous êtes né à Nîmes en 1980, vous avez été diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, l'ENSP qui est juste à côté d'ici en 2004, et vous vivez et travaillez à Marseille. Vous êtes membre du collectif Tendance Floue, vous avez notamment publié le livre Faubourg aux éditions du Bec en l'air en 2018, et puis vous avez exposé aussi aux Rencontres d'Arles, notamment votre série baptisée Les Enfants du Fleuve en 2023. Dans vos différents travaux, il est souvent question d'une jeunesse, on va le voir, et on va en parler entre autres. Autre photographe, Julien Daniel, juste à côté, vous êtes donc photographe indépendant depuis 1997. Vous avez fait partie pendant 10 ans de l'agence L'Œil Public avant d'intégrer en 2008 l'agence Myope, qui fête d'ailleurs cette année ses 20 ans. Vos travaux sont régulièrement publiés dans la presse, vous avez aussi reçu un certain nombre de prix et puis vous avez exposé dans différents lieux. Vous avez aussi été responsable de la filière photojournalisme à l'École des métiers de l'information à Paris entre 2016 et 2023. Et surtout, vous venez de sortir un livre qui s'intitule Jeunesse, au pluriel, et qui propose de faire le portrait de toute une génération en Europe, la génération Z, c'est-à-dire celle qui est née après l'année 2000. Enfin, notre dernier invité travaille dans une maison d'édition, Clémence Héris. Vous êtes responsable diffusion et promotion et coordinatrice éditoriale aux éditions Fichaille. Fichaille qui est donc non seulement un magazine photo, mais aussi une maison d'édition, on va le voir. Nous évoquerons ensemble votre lectorat qui est justement assez jeune, je crois, et comment vous voulez toucher la jeunesse à travers vos publications. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'interroge sur la façon dont la jeunesse est représentée dans l'édition photographique. La jeunesse, on va prendre assez large, soit les 15-35 ans. Qui la photographie, pourquoi, comment, et que nous disent ces images de jeunes générations, mais aussi de celles et ceux qui les regardent. On va donc parler de regard, de récit, d'engagement, mais aussi de mise en forme, car le livre photo n'est jamais neutre, il oriente, il assemble, il donne une vraie vision du monde. Avec nos invités, on va explorer ces enjeux à travers leurs pratiques, leurs choix et leurs expériences. Alors d'abord, pour commencer, je m'adresse à vous, Yoann Lamouler. Vous avez photographié la jeunesse à Marseille, notamment, avec une grande proximité, on dirait presque même de l'intimité. Cela vient un peu bousculer les clichés qu'on peut avoir sur ce sujet. Est-ce que vous avez eu envie de poser particulièrement un regard sur cette tranche d'âge ? Bonjour, ça marche. Oui, alors sur la question de la jeunesse, effectivement, il y a déjà plein de choses, mais une jeunesse, moi j'ai l'impression d'avoir photographié une jeunesse et aujourd'hui la jeunesse n'est pas la même, donc évidemment ça va vite. Sur la question de la proximité, non, moi je crois pas. Enfin, sur la question de l'intimité, moi j'ai souvent l'impression que les rencontres sont toutes différentes évidemment et multiples, et en fait il y a des gens avec lesquels j'ai établi une typologie de relation sur le long terme avec un rapport de confiance qui s'installe, et puis des gens que je croise dans la rue et que je revois jamais. Et j'aime bien ça, j'aime bien comparer la relation photographique à la relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on traverse une vie avec des histoires d'amour qui peuvent durer plusieurs années et puis l'histoire d'une seule nuit. Et en photographie, je trouve que c'est un peu pareil. Donc du coup, voilà, c'est plutôt un mélange de relations sur le long terme et de relations très courtes. Après, je me souviens déjà plus de ta question, pardon, c'est samedi. Pourquoi s'intéresser à cette tranche d'âge ? Ah oui, alors par rapport à Marseille, parce que je pense que moi, dans le travail que j'ai mené à Marseille, c'était aussi une recherche sur ma propre génération et mon enfance et le rapport, en fait, le lien au quartier. Et donc du coup, je me suis peut-être interrogée sur moi, quel lien j'avais à mon quartier à cet âge-là. Et donc, j'ai choisi de définir la temporalité de la jeunesse, ou en tout cas, je me suis demandé, au moment de la grande commande photographique sur la jeunesse en France, qu'est-ce que la jeunesse en France, qui était une question que le CNAP nous avait posée en 2017, je crois. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur, effectivement, ce moment où on sort de l'adolescence, et je me suis arrêtée au moment où on a nos propres enfants. C'est-à-dire que les dernières personnes, les personnes les plus âgées que j'ai photographiées étaient des jeunes parents, en fait. Et donc, voilà, j'ai photographié des jeunes parce que je me suis interrogée sur qu'est-ce que la banlieue en France. Et effectivement, la banlieue en France est aussi quelque chose qui a peu changé, peu évolué dans sa représentation, dans ses problématiques, dans son rapport sociologique, politique, aux politiques. Donc, je me suis demandé ce que j'étais moi comme adolescente, en fait, je pense.
Donc c'est un peu vous aussi au travers de ces portraits, on pourrait dire. Oui, d'ailleurs, parce que j'ai triché, il y a des images que j'ai faites dans mon propre quartier à Nîmes et pas forcément à Marseille. Aussi parce que j'ai voulu rendre Marseille plus universelle que ce qu'elle l'était. Quand on a fait le livre avec Fabienne, le livre Faubourg, c'est un livre un peu particulier puisque c'est un livre qui est sorti juste avant les effondrements de la rue d'Aubagne. Donc je pratiquais une photographie qui n'était pas la même que celle que je pratique aujourd'hui. C'était une photographie plus documentaire, plus puriste dans le sens documentaire du terme. Et effectivement, après les effondrements de la rue d'Aubagne, j'ai vécu comme une forme de libération photographique où j'ai eu besoin de mentir et d'élargir mon champ d'action, de plus mettre en scène, de travestir la réalité pour exprimer des choses sur Marseille que je voyais plus forcément dans la rue, et aussi pour répondre à l'assassinat politique qui a été opéré par l'ère Gaudin à Marseille. Et donc j'ai effectivement même fait des photos dans d'autres villes en mentant et en disant que je les avais, enfin en prétextant que je les avais fait à Marseille parce que je suis allée chercher des réponses ailleurs. Mais je pense pas être dans le même cas que Julien. Je n'ai pas forcément une obsession sur la jeunesse. Je pense que c'est un moyen, mais c'était pas vraiment. Alors moi, j'ai des contraintes techniques avec mon Rolleiflex, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce que mon boîtier déclenche au maximum au 500e de seconde, donc je peux assez peu photographier les gens chez eux ou photographier la nuit. Mais par contre, je me suis jamais interdit de photographier des gens plus âgés ou plus jeunes. Enfin voilà, il se trouve qu'effectivement, c'est la jeunesse parce que je me posais ces questions-là sur ma ville et sur moi-même. Mais c'est aussi la jeunesse peut-être parce que vous photographiez beaucoup dans la rue. Et c'est une jeunesse qui vit aussi dehors, non on peut dire ça ou pas ou... Bah, tout le monde vit dehors. L'espace public est un espace effectivement qui transcende et qui raconte énormément de choses dans tout l'espace méditerranéen, mais pas forcément uniquement la jeunesse. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que c'est aussi voilà, j'aime pas trop photographier les gens en peignoir chez eux quand la colonne vertébrale est assez molle. Je préfère photographier les gens quand ils sont en représentation et quand il y a un rapport à l'extériorité. Donc effectivement dehors. Mais bon, bref, je suis désolée, mais pas particulièrement sur la jeunesse. Non, mais très bien. Julien Daniel, vous venez de publier donc Jeunesse aux éditions de Juillet, un projet au long cours. Qu'est-ce qui a motivé ce travail autour de la jeunesse ? Plusieurs choses ont motivé ce travail. D'abord, le choix de la tranche d'âge. Cette génération Z, c'est la génération de mes enfants. C'est-à-dire ceux qui sont nés autour de l'an 2000 et qui ont eu 20 ans en 2020. Alors j'insiste sur les 20 ans en 2020 parce que 2020 pour nous tous, ça reste marqué par la crise du Covid. En tant que parent, j'ai pu voir que mes enfants, qui avaient donc la vingtaine, étaient particulièrement affectés par ce moment-là. Ma fille n'a pas pu passer son bac, certains diraient tant mieux, mais bon, je pense que c'est quand même un truc symbolique qui a un peu manqué. Ils ont été privés de relations sociales pendant un certain temps, etc. Donc je me suis interrogé sur qu'est-ce que c'était qu'en gros que d'avoir 20 ans en 2020 dans cette société-là. Mais le travail avait commencé un poil avant, puisque le premier chapitre de mon livre, qui en comporte 5, est consacré à la jeunesse moscovite. Et ma question était à ce moment-là, sans savoir que ça allait être le début d'un travail qui ferait l'objet de ce livre, j'étais revenu, je fais une petite parenthèse, mais j'étais revenu à Moscou en 2019, une première fois, pratiquement 20 ans après un gros travail que j'avais mené là-bas, qui est au tout début de ma carrière, en quête d'inspiration, enfin de renouveau, de rebond un petit peu. Et j'avais été très déçu lors de ce retour à Moscou parce que tout d'un coup, cette ville qui m'avait tellement inspiré autrefois m'inspirait plus du tout. Je me dis, soit tout a changé, soit c'est moi qui ai complètement changé en 20 ans, parce que les deux sont possibles. Et j'ai réalisé en repartant que la seule chose qui n'avait pas changé, c'est que Poutine était toujours au pouvoir. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Travailler à la fois sur ces jeunes qui avaient l'âge de mes enfants, qui avaient du coup l'âge de mes premières photos à Moscou, et qui avaient l'âge aussi de n'avoir connu que Poutine à la tête de leur pays. Et donc, j'ai fait un premier travail là-dessus, et je me suis rendu compte que c'était pas un cas isolé. Il y avait d'autres pays comme ça dans lesquels les jeunes avaient grandi en ne connaissant qu'une seule figure politique qui avait, monopolisé le pouvoir pendant 20 ans.
Et donc, c'était le point de départ du livre, et ça s'est décliné entre 2020 et 2023. Vous êtes allé dans différents pays? Ouais, je suis allé ensuite en Allemagne, parce que ça m'intéressait d'avoir aussi une vraie démocratie, mais une démocratie qui a quand même eu à sa tête pendant 16 ans la figure de Merkel. Ensuite en Turquie, qui est une démocratie vacillante un petit peu. On est un peu dans l'étape d'avant la Russie. Au Rwanda ensuite, puis en Israël, qui est également une démocratie, mais qui a vu la figure de Netanyahou, toujours au pouvoir, quasiment omniprésente à travers différentes coalitions politiques depuis 25 ans. Est-ce que vous avez appris des choses au contact de cette jeunesse? C'était passionnant. Alors, j'ai mené un travail de photographe, mais un travail aussi d'intervieweur, puisque j'ai posé à chaque fois une vingtaine de questions qui partaient des choses de l'ordre de l'état civil pour arriver vers des considérations beaucoup plus politiques et sociales. Et donc, j'ai emmagasiné des heures et des heures d'interviews, dont j'ai gardé dans le livre quelques extraits. Je sais pas, c'était passionnant d'avoir cette discussion et de savoir qu'est-ce que pensait cette jeunesse, non seulement de ces figures politiques, mais de la vie qu'elles avaient, que ces personnes avaient dans leurs pays respectifs. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de vraies nuances qui existent quand on est un jeune russe ou un jeune allemand, par exemple, en termes de préoccupation. Qu'est-ce que c'est même que d'avoir une opinion politique? C'est très naturel pour un jeune allemand, comme ça l'est pour un jeune français, de pouvoir critiquer le pouvoir, d'avoir des considérations sur l'alternance politique, sur l'écologie, sur ces choses-là. Un russe, le simple fait d'avoir une opinion politique peut déjà être un délit, quoi. Donc si c'est pas la même que celle de Poutine. Donc c'était assez passionnant. En termes d'intensité aussi, j'ai cherché à avoir toujours les regards directs des différentes personnes que j'ai photographiées, et j'avais le sentiment, en les photographiant, mais encore plus en voyant les photos après, qu'il y avait une intensité, une espèce de dramaturgie même, chez les Russes en particulier, que j'ai retrouvé avec moins d'intensité chez les jeunes Allemands ou les jeunes Israéliens, par exemple. Et c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui se lit sur les visages quand on est un jeune dans une démocratie ou un jeune sous une dictature. Donc c'est plutôt c'est plutôt des jeunesses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un S. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait il y a ce S entre parenthèses, parce que ça a beau être les mêmes, ils peuvent se ressembler physiquement, s'habiller pareil, etc. Ils vivent quand même des réalités très différentes. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, ces réalités différentes d'un pays à l'autre. Mais est-ce qu'on peut quand même tirer le portrait de cette génération Z? Je pense que ça ferait l'objet de plusieurs livres à ce moment-là. Ça serait qu'un début, on va dire. Clémence Herris, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce qu'il y a une façon spécifique de mettre en valeur la jeunesse dans un livre photo? Très bonne question. Est-ce qu'il y a une façon spécifique de mettre la jeunesse au milieu de la bouffe? Tu me poses en colle, en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de façon spécifique, mais je sais que cette génération dont je suis issue, puisque moi aussi j'ai eu 20 ans en 2020, est très portée sur l'image, et notamment sur la forme, et du fait qu'on est dans une société, on est très baigné dans les réseaux sociaux, dans une société très marketée. Donc on fait très attention aussi à l'objet, à comment on se présente, à comment on met en avant aussi nos travaux, etc. Moi, je sors d'études, donc c'est une question qu'on m'a beaucoup posée pendant mes études. Et je le vois aussi chez les jeunes photographes en ce moment, ils veulent quelque chose de très ciselé, très précis, très propre tout de suite. Ils ont une envie, en tout cas, d'avoir un objet. Et je trouve que c'est important, nous, en tant qu'éditeurs, de retranscrire au mieux leurs envies, évidemment, avec les contraintes de budget, de fabrication que ça peut engendrer, et tout ça, mais de s'en rapprocher, en tout cas, le plus possible, parce que ils ont une vision de leur travail et de ce qu'ils sont, et ils veulent que ça transparaisse. Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute et d'être au plus proche de ce qu'ils imaginent pour respecter leur travail, le mettre le mieux en avant possible, en tout cas. Enfin, c'est la vision que j'ai envie d'embrasser et de mettre en image. Bien sûr. Et ça se traduit comment concrètement, on pourrait dire, dans le choix des images, dans la narration, dans les parties pris de fabrication du livre?
Notamment, oui. Là, je pense notamment au livre de Thibault Lévesque. À ce moment-là, je suis arrivée sur la fin du projet chez Fischer à ce moment-là, mais il avait énormément d'images argentiques, des poésies, des poèmes, notamment dans un carnet. Et on a essayé de reprendre un peu cette forme de carnet assez libre, qui est un trait de personnalité qui le retranscrit assez bien. Et donc, c'est un grand livre qui doit faire bien 40 cm de haut, avec une reliure élastique, une couverture avec un effet pailleté. Reprenez cette forme de liberté. On peut détacher les pages. Les poèmes sont imprimés sur du papier transparent, calque. Donc pareil, on peut en faire des posters. On peut créer, peut-être presque une forme alternative du livre. Donc on s'est rapproché au maximum de sa personnalité, de ses envies. On lui a fait des propositions aussi parce que c'est aussi à nous éditeurs d'avancer des objets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, de trouver aussi des petites formules auxquelles on n'aurait pas pensé et donc de rencontrer un peu nos deux univers pour respecter aussi l'ADN de la maison d'édition et l'ADN du photographe. Et donc pareil pour la sélection des images, on le fait souvent en comité éditorial, en bonne entente, en bonne intelligence. Et dans ce comité éditorial, est-ce qu'il y a la volonté marquée et prononcée de toucher un public jeune ? Oui et non. On en a... là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a publié... une de nos grosses sorties a été Audrey Tautou, donc ce qui a fait partie de l'édition photo jeunesse. C'est son premier livre photo, donc d'une certaine façon, oui. On a fait le premier livre de Bobby, Audio Bobby, donc lui, pareil, il fait partie. Il a quand même 15 ans de carrière photographique derrière lui, mais c'est aussi son premier livre, sa première monographie, donc jeune photographe. Voilà, c'est chacun met le curseur où il veut. Mais en tout cas, là, on a une collection qui s'appelle Sub, où on a fait une curation de photographes et une curation d'images. On voulait retranscrire aussi quand même un peu plus de jeunes photographes, pour le coup, qui avaient presque en dessous de la trentaine, parce qu'ils avaient ils abordaient des sujets de façon assez frontale, des sujets sociaux, des enjeux avec une dimension environnementale, féministe, aussi sociale, assez intéressante. Et ils y allaient assez frontalement. Et ce qui nous intéressait dans cette collection, c'est que c'est un peu un espace où on peut montrer des séries qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui peuvent se faire censurer sur les réseaux sociaux du fait des algorithmes, des IA, etc. Donc là, c'était un espace où on pouvait un peu montrer différemment leurs séries. Et en même temps, c'est une petite collection. Là, on va sortir les numéros 3 et 4 à l'automne, qui est pas très cher. Donc justement, on essaie de toucher un lectorat un peu différent, notamment sur le prix du livre, etc. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'évidemment, il y a l'objet graphique du livre et tout qui va peut-être toucher plus particulièrement la jeunesse, mais il y a aussi le prix, c'est évident. Malheureusement, le livre photo coûte assez cher et c'est vrai qu'on essaye de pouvoir donner à voir quand même des images un peu différentes, des séries un peu différentes, avec des prix un peu plus adaptés. Donc voilà, on essaye en tout cas. J'espère que ça va vous plaire. Julien, Daniel, en écho un peu à ce qu'on vient de dire sur la question des publics, est-ce que vous avez un peu un destinataire particulier lorsque vous avez fait jeunesse ? Est-ce qu'il y avait la volonté peut-être de toucher vos enfants aussi, puisque c'est leur génération ? J'avoue que j'ai pas pensé à ça en faisant le bouquin. Je crois que... Je ne sais pas si c'est une évidence ou pas, mais c'est un peu une évidence pour moi, mais en général, j'ai cette curieuse impression quand je me lance dans un projet que le seul impératif, c'est que ça m'intéresse moi. Après, si ça intéresse d'autres personnes, tant mieux. Donc là, ça intéressait l'éditeur, donc j'étais content. Ça a rencontré... le livre photo, c'est pas les best-sellers, on ne vend pas des camions de livres, hein, il faut être raisonnable. Mais si ça a permis à un certain nombre de personnes de s'intéresser à ce que peuvent penser ces jeunes, de rentrer dans ce tête-à-tête avec ces visages, parce que je tenais à ce que tous ces jeunes me regardent dans les yeux au moment de faire l'objectif. Pouvoir imaginer en feuilletant le livre ou en voyant l'expo que se retrouver comme ça en tête-à-tête avec eux, je voulais créer ce tête-à-tête-là. Alors est-ce que de l'autre côté le public est au rendez-vous ? J'espère qu'il le sera. En tout cas, le livre permet de garder une trace de ce travail et de s'inscrire dans un temps long où il trouvera son public, j'espère. Mais j'ai pas pensé au public en faisant le travail. D'accord, ouais. Donc c'est peut-être ces publics, c'est autant la jeunesse que des personnes d'une autre génération. Ouais, il y a des gens plus âgés qui ont pu m'acheter le bouquin pour l'offrir. Alors c'est vrai que souvent c'était pour l'offrir à des gens plus jeunes, donc il doit y avoir cet aspect-là, mais j'avoue que dans ma manière de fonctionner, où le marketing est une notion qui m'est totalement étrangère, j'ai pas du tout pensé à ça. Yoann Lamolaire, est-ce que vous pensez aussi à la manière dont votre travail est reçu par les jeunes ?
ou pas? Je réfléchis à ce que disent les copains. Et effectivement, je pense que la question de l'accessibilité et du prix du livre est un truc un peu fondamental quand même. Alors, moi, j'ai pas du tout de... J'ai un rapport à la production. Le livre, enfin, la fabrication du livre ne m'intéresse quasiment que parce que c'est une production collective. On arrive à... Enfin, moi, je suis assez passionnée par l'impression. Donc, voilà, j'adore travailler avec des graphistes, des photograveurs, avec toute une équipe avec laquelle j'ai du plaisir à échanger, mais j'ai un rapport un peu particulier à la possession du livre. En tout cas, cette possession m'intéresse peu. J'ai assez peu de bouquins photos chez moi. S'ils sont là, c'est bien. S'ils sont pas là, c'est ok aussi. Par contre, effectivement, il y a une grosse problématique de coût de fabrication, de coût du papier, surtout depuis 2 ans. Là. Donc moi, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait un livre l'année où j'ai eu l'expo aux Rencontres d'Arles en 2023. J'ai fait un petit bouquin avec Soraya Amran, qui a un lieu photo à Marseille qui s'appelle Zoem, et qui a une petite collection que je trouve hyper chouette qui s'appelle Carnet, qui permet de rentrer dans l'intimité de création du photographe à travers des images qui n'ont jamais été publiées, des planches contact, des carnets, des choses comme ça, un matériel de travail. Et en fait, c'est des bouquins qui coûtent 20 balles. Et là, effectivement, sur les tables de signature, je me suis retrouvée avec un public totalement différent. Et ça, c'était génial, pour le coup. Parce que effectivement, c'est un billet et je pense que cette question est primordiale. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est pareil, c'est des questions un peu complexes parce que vis-à-vis des jeunes, je trouve que c'est aussi tous les gens qu'on photographie sont absolument différents. Relation photographique avec une jeune fille qui s'appelle Chérine, que j'ai beaucoup photographiée ces 10 dernières années. Et il se trouve que Chérine, elle est fascinée par l'objet livre. Elle adore les posséder. Elle les range dans son tiroir où elle met également ses sous-vêtements. C'est assez rigolo. Donc il y a un truc un peu fétichiste comme ça, un lien. Et puis il y a d'autres jeunes que je photographie qui s'en foutent complètement, pour lesquels le moment le plus important est vraiment le moment de la prise de vue. Et après je réfléchissais à ce que tu disais sur le rapport à cette espèce effectivement de très différent par rapport aux générations précédentes sur l'image qu'on a de soi-même et le contrôle de l'image de soi-même qu'on peut éprouver. Moi j'ai l'impression que c'est des rapports très différents. C'est-à-dire que, alors, je réfléchis en parlant, mais moi j'ai beaucoup photographié la génération des nés en 98, parce qu'en 98 j'avais 18 ans et donc du coup puis c'est l'âge de ma dernière sœur. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un truc comme ça. Donc Chérine est de 98 par exemple. Donc c'est des gens qui sont quasiment parents aujourd'hui, on va dire, enfin qui pourraient l'être en tout cas. Et en fait j'ai l'impression que évidemment le moment de la prise de vue face à un Rolleiflex et le moment du selfie pour Instagram, de toute façon c'est pas le même moment, c'est pas le même contrôle. On reste quand même dans une relation justement à deux. Et c'est ça la magie de la photographie. Et sur la fabrication du livre, en tout cas, moi, je suis pas en relation avec des jeunes qui sont très en contrôle là-dessus. Je pense qu'ils comprennent bien que c'est des espaces qui sont différents. Est-ce que c'est important qu'ils se projettent dans ces photographies ou pas? Pour moi, oui, à la différence de Julien, je pense que la question de la destination, c'est une question que je me pose énormément. Donc du coup, effectivement, pour qui on produit des images. Moi, je les produis pas vraiment pour moi. Alors évidemment, il y a un truc cathartique. Quand on les fabrique, on se libère certainement de certaines choses, évidemment. Mais moi, j'aime bien aussi que il y a des jeunes dans Faubourg, par exemple, le livre que j'ai fait avec Fabienne, il y a des jeunes qui aiment pas du tout leur photographie. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le troc avec plein de jeunes à cette époque-là. Donc, en fait, comme j'étais la photographe de la mairie de secteur à Marseille, où je vivais dans les quartiers périphériques de la ville, j'avais une étiquette. J'étais la photographe, en fait. Donc, les gens venaient me voir en me disant, ah ouais, mais toi, t'es la photographe. Du coup, moi, je voudrais faire un book, je voudrais apparaître dans un clip. Et donc, j'ai fait beaucoup ça, c'est-à-dire me mettre à la disposition de certains jeunes qui attendaient une typologie d'image particulière, c'est-à-dire un shooting un peu de mode finalement, parce que c'était comme ça qu'ils l'imaginaient, avec des flashs qui crépitent, avec des tenues différentes, avec une maquilleuse. Alors bon, il n'y avait pas toujours tout ça, mais en tout cas, essayer de comprendre ce que eux attendaient d'une séance de prise de vue. Et à la fin de cette prise de vue, je faisais une photo Rolleiflex pour moi. Et souvent, quand je montrais cette image, le mec disait, mais là, on dirait que je suis mort, c'est pas du tout ok. Mais j'avais quand même répondu aussi à une attente. Donc en fait, c'était aussi super intéressant de voir que l'attente photographique n'était pas la même. Donc moi, ça m'intéresse aussi de faire ça. Donc avant la prise de vue, il y a vraiment toute une partie de dialogue, d'échange qui est très important. Ouais, non, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de cas de figure. Ça peut m'arriver de voir
un mec dans la rue, de le trouver incroyablement beau, bien habillé, avec une lumière folle, et je mets un coup de frein à main, je descends, je fais une photo, je le revois jamais, ça dure 10 minutes. Et puis avec Chérine, c'est des prises de tête on a fait une photo qui s'appelle Chérine au pays d'Alice, et en fait on a voulu représenter ces deux livres fétiches qui étaient le Coran et Alice au pays des merveilles. Donc c'est très accessoirisé, on a choisi le lieu de prise de vue ensemble, on a acheté une nappe, on a fait des gâteaux. Ça peut être vraiment, moi j'aime insuffler du doute en fait, et juxtaposer des images qui sont vraiment des images très documentaires, des images qui sont très mises en scène pour troubler et perdre les gens. Et je suis un peu masochiste, et du coup désarçonner aussi encore cette question de l'adresse, mais du coup de ne plus vraiment savoir quelle est la nature de l'image. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que le rapport aussi à l'image a changé quand même entre les générations. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus difficile de photographier des jeunes? Je reviens sur ce que disait Julien sur son rapport à Moscou. Moi, j'ai l'impression, par exemple, vis-à-vis de Marseille, de plus du tout connaître cette ville. Mais la question que je me pose souvent, c'est de savoir si c'est parce que c'est la ville qui a changé, ou est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est mon regard. Et donc, en fait, est-ce que c'est parce que je me suis intéressée à une certaine génération, et qu'en fait, la suivante, moi, ma fille a 13 ans, par exemple, effectivement, c'est une génération que j'ai l'impression de moins comprendre, parce qu'elle est plus éloignée, elle est plus... j'essaye, mais j'ai l'impression d'avoir un train de retard, ouais. Julien, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette question un peu de la jeunesse, comment elle se photographie aussi, et comment c'est devenu peut-être plus compliqué de photographier la jeunesse aujourd'hui, ou pas? Je sais pas si c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'il y a un rapport à l'image où ils se photographient entre eux toute la journée, les selfies, les images sont publiées sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je trouve que quand c'est effectivement la photographe ou le photographe qui intervient, tout d'un coup, là, ça devient une autre histoire. Et on a tous photographes, été confrontés à ces anecdotes, c'est-à-dire de photographier des gens qui, avec leur téléphone, se photographient à longueur de journée. Et là, on arrive avec un appareil photo, et là, tout d'un coup, c'est la levée de bouclier, parce que c'est comme si on avait une espèce de pouvoir de faire une autre photo. Ça devenait une vraie photo, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a quand même si on compare des photos faites avec un téléphone avec des photos faites avec un appareil, qui soit numérique ou argentique, peu importe, le fait que ça soit le photographe qui fasse les photos avec un appareil photo donne une espèce d'importance à la chose, qui fait qu'on sait qu'on peut s'exposer beaucoup plus facilement à des refus, des choses, non, pas maintenant, ou alors je suis pas prêt, ou alors il faut demander l'autorisation, il faut ceci, etc. Alors qu'ils sont beaucoup plus libres dès qu'il s'agit de faire des photos avec. Donc il y a un statut de la photographie, de la vraie photographie qui reste différent, je trouve. Et moi, j'ai réfléchi à cette question parce que dans le prochain projet sur lequel je veux travailler, je voudrais justement faire coexister, alors évidemment dans un projet de livre à venir, les photos que j'aurais fait d'un certain nombre de personnes avec les photos qu'ils font eux-mêmes et qui partagent sur leurs réseaux sociaux pour comparer la manière dont je les vois moi et dont je les montre, et la manière dont ils se montrent eux-mêmes et dont ils se mettent eux-mêmes en scène. Et ça, c'est une question qui m'intéresse. Oui, c'est très intéressant, effectivement, de tenter de faire une sorte de comparaison de ces deux types de photographies. Il y a une vraie mise en scène. Je pense à un truc, parce que mon prochain projet sera probablement aux États-Unis, puisque c'est là-dessus que je travaille. Sur les rituels de passage à l'âge adulte. Je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, ma nièce et mon neveu qui sont nés là-bas, qui sont donc des petits Américains. Et c'est incroyable de voir à quel point c'est codifié, ce type de photo. Je prends le mur Instagram de ma nièce, elle va être sur toutes les photos avec le même sourire, la même pose quasiment, le même... en randonnion avec ses copines, et c'est très très balisé, beaucoup plus que si moi je voulais faire une série hyper formelle. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est le pied posé comme ça, le regard tourné ici, le sourire comme ci. Et ça m'intéresse de piocher dans cette masse de photos pour les comparer avec ce que je ferais moi, qui sera forcément différent. Clémence Iris, est-ce qu'il y a chez Fisheye une volonté de mettre en avant, on pourrait dire, une jeunesse engagée? Je pense que c'est nécessaire de mettre en avant cette jeunesse engagée. Quand on voit un peu tout ce qui se passe en ce moment, on sent qu'il y a une fracture aussi entre les générations, que cette génération qui s'exprime notamment beaucoup sur les réseaux sociaux
a besoin en fait enfin pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, à travers les appareils photo, puisqu'on est entre photographes, a besoin en fait de s'exprimer et de communiquer aussi. J'ai pas envie de dire un certain mal-être, mais de communiquer une importance, de s'engager, de voir les choses et de prendre en main certains sujets. Et j'ai oublié ta question. Si c'était important de mettre en avant une jeunesse engagée. Oui, c'est important, et puis parce que aussi ça confronte les regards, les points de vue. On peut même créer comme ça on crée du lien en fait, et on trouve des solutions, d'autres manières de voir, des façons de faire aussi avec plus de sagesse, avec qui permettent de tempérer aussi par moments certaines émotions que nous on peut, moi quand je dis nous, c'est ma génération Z, qu'on peut avoir, et que qui peuvent submerger de par la peur aussi de ce qui se passe autour de nous. Donc oui, c'est important de la mettre en avant, c'est important de la confronter aussi à d'autres regards, et de surtout créer des conversations. Voilà, moi c'est comme ça aussi qu'on va faire avancer les choses, qu'on va pousser les séries photographiques, qu'on va pousser les propos. Et vous qui êtes de cette génération Z, justement, vous diriez quoi sur le fait de se retrouver photographié? C'est quelque chose le rapport à l'image a changé entre les générations? Du fait de l'omniprésence de l'image, elle a forcément changé. Et du fait aussi que, comme l'image est beaucoup plus présente, chacun a un peu plus son mot à dire sur l'image de l'autre aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux, engrange aussi beaucoup de harcèlement, etc. C'est pour ça aussi qu'on regarde beaucoup, qu'on fait attention à ce qu'on poste, ou alors on a chacun. Je sais que peut-être vos nièces ou vos enfants ont 2 comptes Instagram, un public, un privé, un où ils publient pas, un où ils publient, où ils font très attention à qui regarde aussi. On fait très attention parce qu'on sait justement comment les gens nous perçoivent, parce qu'en fait on fait la même chose, on fonctionne en miroir. Voilà. Julien, Daniel, vous, dans le cadre du projet jeunesse, est-ce que il y a une volonté chez les jeunes que vous avez photographiés d'être regardés autrement aussi, ou pas? Quand ils posaient pour vous, ça se passait comment? C'est-à-dire est-ce qu'il y avait presque une participation à un projet de montrer la jeunesse qui représente finalement? Il faut un peu de temps pour réfléchir à cette question, parce que je réfléchis au processus qui a mené à ces photos, qui était strictement le même pour l'ensemble des portraits que j'ai faits. J'ai toujours commencé par interviewer. Donc on passait 20 minutes, une demi-heure ou plus, quand certains avaient beaucoup de choses à dire, à discuter, à traduire aussi, parce que j'avais besoin souvent d'un interprète. Et une fois que l'interview était finie, j'avais entre-temps repéré je sais pas, un arrière-plan, un mur, un arbre, une lumière, un endroit. Je faisais poser la personne en lui donnant une seule consigne, qui était de me regarder l'objectif. C'est la seule chose que je donnais. Et donc, j'ai pas senti, alors qu'ils auraient pu avoir la liberté de le faire, une volonté de prendre le contrôle sur la photo, c'est-à-dire de chercher à m'imposer un arrière-plan, une attitude, ou je crois qu'ils ont été assez malléables en fait. C'est-à-dire, si moi je leur avais demandé de monter sur une table pour poser, ils l'auraient fait. C'était pas mon objectif. C'était juste, on va se mettre sur ce mur, on va s'asseoir à tel endroit, attention là il y a une ombre, on va s'y poser plutôt un peu plus à gauche. Et ça a été très, très paisible en fait. Donc je suis pas rentré dans une situation où j'aurais eu à essayer d'imposer ma vision par rapport à eux qui auraient essayé d'imposer une façon de se montrer, je sais pas quoi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu, dans mon activité de photographe de presse, rencontrer avec notamment des gens qui sont habitués à être photographiés, des comédiens, des musiciens, etc., qui savent très bien quel est leur meilleur profil, quel regard donner, quel sourire donner, etc. Ou alors ma nièce, peut-être, qui saurait très bien sourire. Mais là, c'était avec une espèce de neutralité. J'aimais bien cette neutralité dans l'émotion. C'est-à-dire, je leur demandais surtout pas de sourire. Certains l'ont fait spontanément, c'était très bien. Parfois, c'était trop. J'ai pu parfois dire non, ne souriez pas.
mais j'ai pas été particulièrement directif et ils n'ont pas cherché à m'imposer quoi que ce soit. Donc ça s'est fait d'une manière très sereine. Et on peut dire qu'avec le livre, vous avez pu réussir à capter un peu l'air du temps d'une époque ou pas? C'est en public de le dire, je sais pas du tout. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir réussi, comme on le fait quand ça se passe bien. Enfin, on a cette impression quand ça se passe bien, qu'on vient d'un reportage ou d'un travail personnel, d'avoir pu capter un petit peu de l'essence de ce que j'ai vécu sur place. C'est toujours très frustrant comme exercice quand on est immergé dans un pays, dans une ville, qu'on fait plein de rencontres, etc. C'est très frustrant parce qu'on ne ramène qu'un une toute petite parcelle de ce qu'on a ressenti, vécu, partagé, quoi. Yoann Le Moulaire, dans les souvenirs un peu de prise de vue, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans un moment avec une jeune personne? Non, honnêtement, là, ça me vient pas comme ça. La dernière expérience forte que moi j'ai vécue, j'ai fait un film en septembre dernier où j'ai réuni une partie des jeunes que j'ai photographiés pendant plusieurs mois. Et donc l'idée, c'était de leur proposer de partager un espace, en l'occurrence l'espace d'un rond-point, comme lieu artistique commun, et de faire un film autour de la notion de circulation et de mouvement perpétuel et on est tous en train de tourner en rond et on le fait tous de manière très différente, et d'incarner en cinéma, mais sans parole, en restant muet. Mon état d'être dans cette situation de circulation. Et en fait, c'est incroyable. C'est pareil, je réfléchis à ce que dit Julien sur qui est professionnel de l'apparition en image. Je trouve que souvent, les néophytes, les gens dont c'est pas le métier, justement, les gens qui sont ni comédiens, ni mannequins, sont souvent archi bluffants. Moi, je trouve que c'est la plus belle humanité, en tout cas la plus belle matière. Et je suis souvent troublée. Alors après, évidemment, il y a la question de la légitimité de ce que nous, en tant que photographes, on leur donne. En fait, moi, j'ai souvent l'impression j'ai été élevée par un photographe qui s'appelle Gilles Favier, qui nous a toujours dit que la photographie n'est qu'un morceau de papier, qui permet aussi de relativiser notre rôle. Et c'est assez paradoxal avec ce que ces jeunes nous renvoient. Je trouve que souvent, c'est eux qui développent sur pourquoi ce métier a encore une existence propre et une justification. Je pense que je reviens à ce que tu disais aussi. La photographie, c'est aussi donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir exister. C'est ça qui est ouf quand on le fait avec des jeunes, c'est qu'en fait, ils ont une vraie putain de volonté d'exister. C'est une matière qui est aussi, je pense que pourquoi photographier la jeunesse, si on tourne autour de cette question, c'est aussi parce que c'est une période qui est évidemment accidentée, mais aussi avec cette espèce de tension organique primaire de vouloir être là, en fait. Et c'est un cadeau pour un photographe. C'est ça, c'est très beau à capter, quoi. Mais j'ai pas une anecdote. Je pense que toutes les rencontres sont
sont fortes. Là, il y a aussi des rencontres qui sont incroyables et où l'image n'est pas là. Moi, j'adore aussi. Je pense qu'en France, on a un gros problème sur cette question de l'échec. Qu'est-ce que c'est qu'un échec photographique? Moi, il y a des photos que j'ai refaites 12 fois. Et peut-être que la photo qui reste, je pense par exemple à une photo d'un garçon qui s'appelle Abdou, qui est un garçon que j'ai photographié avec un tutu de danse à Languille sur un scooter. Voilà, en fait, c'était pas du tout la photo escomptée au départ. J'avais envie de raconter l'espèce de parade nuptiale quand les garçons font des roues arrière en moto dans les quartiers. Et donc c'était avant MeToo. C'est une photo qui date de 2017 et j'ai mis beaucoup de temps à trouver un garçon qui était ok pour porter un tutu, qui avait un scooter, etc., etc. Et quand j'ai enfin trouvé le casting parfait, il s'est mis à pleuvoir et donc la roue arrière c'était pas possible parce que j'avais peur qu'il se blesse et j'étais comme une espèce de banane avec mon appareil photo, mon réflexe en me disant merde mais qu'est-ce que je vais lui faire. Et donc j'étais gênée, il était gêné et en fait il s'est appuyé tout seul sur le scooter et j'ai déclenché. Et donc la photo qui est restée, c'est pas du tout la photo que j'attendais, mais elle correspond en fait exactement à ce que je cherchais à faire. Donc c'est aussi cette acceptation de laisser l'autre rentrer dans la mise en scène. Moi c'est ça que j'adore faire avec Chérine et avec d'autres jeunes que je photographie. C'est si on tourne autour de cette question de la légitimité, il faut aussi s'interroger sur la place qu'on laisse à l'autre et sur la manière dont les gens ont réellement envie d'apparaître. Pour moi, le travail aujourd'hui, il est là, il est de considérer que... Moi, je trouve que c'est un peu une sorte de sainte trinité qui a en fait l'espace dans lequel on évolue, donc la ville, le quartier, la campagne, peu importe l'espace, quel qu'il soit, le photographe et la personne photographiée. Et moi, j'adore en fait laisser de plus en plus de place. Je pense à une autre photo que j'ai faite de pied avec des claquettes chaussettes, avec des piments qui sont disposés autour des claquettes chaussettes. Quand j'ai voulu faire cette photo, c'était vraiment pour parler du côté torride de la ville en été. Et en fait, quand j'ai fait la photo, le mec me dit putain, mais ouais, en fait là, mais c'est mes tongs, mes claquettes, c'est des claquettes Nike, donc ça reprend exactement la forme des piments. Et il a commencé à glisser des liasses de 50 € dans ses chaussettes parce qu'il trouvait ça génial. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi de dire ah ouais, bah en fait c'est l'image, c'est celle-là parce que c'est la nôtre. Et c'est plus facile de le faire avec des jeunes, ces moitié mise en scène, voilà, enfin. Non, je crois pas. Moi, je travaille beaucoup en EHPAD avec un metteur en scène qui s'appelle Mohamed El Khatib et on rigole beaucoup avec les vieux aussi. Donc non, je pense pas du tout que ce soit plus facile avec les jeunes. C'est facile avec les gens qui sont ok pour bosser là-dessus. Mais... Merci beaucoup, merci pour cet échange. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Nous pouvons prendre quelques questions. Ah si? Alors c'est un peu ça me rappelle le débat qu'on a eu avec Tendance Floue hier sur les nouveaux entrants. C'est un peu comme quand on travaille à 25, c'est-à-dire que et c'est un peu la manière dont j'ai essayé de travailler sur mon film, c'est-à-dire qu'en fait le scénario du film, c'est un film qui dure 17 minutes, le scénario c'est 4 pages et en fait essayer d'avoir un maximum d'horizontalité, mais comme dans tout système communiste ou horizontal, il y a un moment où il faut qu'il y ait un final cut. Honnêtement, je n'ai pas le souvenir d'avoir passé des moments d'editing avec des gens que j'ai photographiés. Peut-être aussi parce que ça les intéresse pas tellement. C'est gratifiant aussi d'avoir quelqu'un qui dit voilà, je crois que c'est là que t'es beau. La liberté ou je déteste le mot de coécriture parce que c'est un peu con. Je pense que c'est vraiment au moment de la prise de vue en fait et que le moment de plaisir, il est vraiment inscrit dans ce moment-là. Mais qu'après, ça reste quand même un métier, un vrai métier. Et non, j'ai jamais choisi des images avec des gens, je crois pas. Non, moi non plus, c'est mon petit privilège, on va dire, de pouvoir faire le choix d'image moi-même, même si je peux me tromper parfois au moment de l'editing et revenir sur un choix que j'ai fait, mais ne serait-ce que pour la cohérence d'un ensemble. Si c'est pas la même personne qui choisit tout, le travail à la fin n'est plus cohérent, donc non, par principe plutôt non. Mais c'est vrai, là je suis d'accord, c'est à la prise de vue qu'il se passe des choses et c'est vrai que l'intervention de la personne photographiée va provoquer quelque chose à un moment donné, son action, son regard, son attitude va provoquer la bonne photo, mais après c'est mon job à moi de faire en sorte que ça donne une bonne photo et de choisir la bonne dans les 10, 20, 30, 40, 100.
que j'aurais fait à ce moment-là. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange passionnant et vraiment généreux à travers vos regards de photographes et d'éditrices. On mesure à quel point la jeunesse n'est pas seulement un sujet photographique, mais aussi un espace de récit, de projection et parfois aussi de réinvention. Je remercie particulièrement France Photobook, qui est à l'origine de cette rencontre, et bien sûr les rencontres d'Arles, qui nous accueillent dans ce cadre très beau. Et merci donc à vous tous dans le public pour votre écoute. N'hésitez pas à regarder les travaux de nos trois invités qui sont tous très beaux. Et j'espère que vous aurez de nouvelles découvertes dans les livres à venir. Voilà. À bientôt. Merci.